les participants au débat ce soir. Merci Hassan. Bon, on peut applaudir Hassan, on va mettre de l'ambiance comme ça. J'en profite tout de suite pour le remercier, ainsi que tous nos partenaires, tout d'abord médias. Donc je salue Stéphane de Méga FM qui est là derrière, aux commandes, toute l'équipe de Radio Campus, donc effectivement qui vont... Ouais, il est là-haut, bravo Radio Campus, on applaudit, allez-y. Donc, comme Hassan l'a dit, effectivement, donc, retransmission dans les conditions du direct mardi prochain. Donc, écoutez tous Radio Campus de 19h à 20h, indépendamment de cette retransmission, parce qu'à cet horaire-là, à chaque fois se déroule un débat contradictoire avec différents invités. En multidiffusion, hein, je crois aussi, hein, à travers la France entière, sur toutes les radios campus. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter, c'est l'occasion de l'apprendre. Et Méga FM va faire de même vendredi de la semaine prochaine, donc à chaque fois. Donc quand je dis à chaque fois, c'est qu'on va nous se réunir tous les derniers mercredis de chaque mois. Donc la semaine suivante, retransmission en radio. Donc alors effectivement, rapide présentation avant d'aborder le débat. Le club acoustique est un club de réflexion qui est destiné à mettre en présence différentes personnalités de la société civile, comme on les appelle. Ce sont des personnalités qui ont une très belle renommée chacun dans leur domaine, qui n'ont pas nécessairement l'habitude de se côtoyer ou de dialoguer. Le dialogue a déjà commencé tout à l'heure, d'ailleurs hors scène. Donc c'est bien. Et donc l'idée c'est de débattre librement, donc une parole libre comme je l'ai déjà indiqué, une parole donc transversale, sans langue de bois par définition, et avant tout pour dialoguer avec vous tous présents. Donc j'espère que vous serez encore plus nombreux les fois suivantes. Donc c'est le lancement, c'est la grande première ce soir. L'idée, c'est d'associer également donc, la musique pour inviter les étudiants, et pas seulement les étudiants, à se dire on peut aimer la musique. Et nous, on aime tous la musique et on aime le rock, et c'est pour ça qu'on a invité Little Bob qui va se produire sur scène tout à l'heure. Il va nous rejoindre au débat aussi tout à l'heure en deuxième partie. Et qu'on peut s'intéresser au débat d'idées et participer à ce qui nous entoure dans notre quotidien et dans la société en règle générale. Donc je remercie l'ensemble des partenaires indépendamment des médias qui s'associent déjà à cette démarche. RF Communication, je ne vais pas tous les citer, je les citerai plus les prochaines fois. Et pour gagner du temps, parce qu'on a pris un petit peu de retard pour l'installation, et je vais tout de suite présenter donc, les invités de ce soir, que je remercie très chaleureusement, parce que c'est une grande première aussi pour eux. Donc je vais commencer par Olivier Archambault, qui est géographe, maître de conférence à l'université Paris 8, et également président de la Société des explorateurs français. Vous pouvez l'applaudir. Vous voulez dire un mot de présentation, Olivier? On va continuer. Pierre Oden à ma gauche, comédien, metteur en scène, spécialiste de Brecht, le grand spécialiste de Brecht en France. Ça c'est pour qu'il rougisse encore davantage. Voilà, il a tout un parcours riche en production théâtrale, au théâtre Gérard Philippe notamment à Saint-Denis, et au théâtre de Brest, etc. Jean-François, donc je pars de l'autre côté, sur ma droite, Jean-François Provost, architecte à Paris, qui a eu des prix notamment dernièrement, il pourra vous en parler, non, on n'en parle pas. Bernard Lax à ma droite. Bernard Lax est professeur des universités, il enseigne à l'université de Paris-Nanterre, Paris 10, enfin maintenant ça s'appelle Paris-Ouest, La Défense, Nanterre. Il a dirigé, donc spécialiste en phonologie, en sciences cognitives. Il a dirigé pendant de longues années le laboratoire Modico, le laboratoire CNRS Modico. Vous avez été également vice-président de l'université de Paris 10 Nanterre. Voilà, donc comme vous le voyez, différents domaines, différents registres.
pour donc ce soir s'interroger sur la notion d'expert. Alors sommes-nous gouvernés par des experts? On aurait pu, vu l'actualité, se poser la question, sommes-nous aussi gouvernés par l'émotion? Parce qu'on pourrait faire un parallèle, on n'aura peut-être pas le temps de le faire, ce sera sans doute pour les fois suivantes. Donc on a lancé ce sujet-là. Pour quelles raisons? Ces derniers temps, on a remarqué l'opposition qui est faite par notre président de la République vis-à-vis des prévisions de l'INSEE, notamment, sur les prévisions vis-à-vis de la baisse supposée ou de l'augmentation supposée du chômage. Et depuis le printemps 2013, comme vous avez dû le remarquer, il s'est employé à chaque fois à opposer la volonté politique aux prévisions, donc à l'expertise qui, normalement, jusque-là, s'appuie, sur lesquelles les politiques, les décideurs s'appuient pour ensuite prendre la décision qui s'impose pour le pays. Et donc là, on a remarqué que la volonté politique était en contradiction avec l'expertise. Donc, petit phénomène nouveau, donc intéressant à interroger. Donc déjà pour nous de savoir qu'est-ce qu'un expert aujourd'hui, qui se revendique expert ou qui est désigné comme tel, par qui sont ces experts, qu'est-ce qu'on entend par la notion d'expert et quelle en est la conséquence aussi dans les différents aspects, que ce soit vis-à-vis de notre relation avec le temps, l'actualité, la temporalité, parce que qui dit expertise, on pourrait, donc on verra ça tout à l'heure, s'appuyer sur le passé et non pas une prévision sur l'avenir, ou alors inversement en fonction de notre considération. Et puis le mouvement aussi vis-à-vis de l'histoire, donc là Pierre Oden pourra intervenir sur cet aspect. Alors je vais tout de suite donner la parole aux uns et aux autres déjà sur la définition d'expert. Qu'est-ce qu'un expert pour vous? Ah, tu veux me présenter? Oui, je vais présenter Estelle Jouilly, tout de même, qui nous a invités. Et dire donc que Estelle est linguiste, et qu'en même temps elle est artiste, peintre, qu'elle aussi elle écrit de la poésie. Voilà, et que j'ai eu la chance de rencontrer sur un des spectacles que j'avais fait au Théâtre Gérard Philippe, et qui avait fait une traduction d'une pièce de Brecht formidable qui s'appelait L'importance d'être en accord. Si. Alors, qui sont les experts? Qu'est-ce qu'un expert pour vous? Prenez le micro. C'est lui. On en a au moins un. Je sais pas, Olivier Archambault, vous voulez commencer ou... Ouais. Eh bien écoutez, on va commencer comme ça. D'abord, je crois que la question posée et comment elle a été formulée, la différence entre l'expertise et le politique, d'abord on ne travaille pas sur la même matière. L'expert travaille sur des choses qui a priori sont du domaine du spécialiste, de la science, du concret. Il est censé mesurer, il est censé avoir un avis technique sur les choses, et il est censé rendre un rapport qui sera une sorte de vérité. C'est une première approche. Le politique, c'est tout l'inverse. Il travaille sur une matière qui est mouvante, qui est l'homme, quelque chose qui est plus difficile à appréhender, qui a des réactions assez bizarres, on en conviendra, qui varie beaucoup en fonction de l'état, de l'émotion, hein, ce que tu as cité tout à l'heure. Et donc on est là sur deux choses totalement différentes. Moi, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est pas tellement ce qu'est l'expert ou ce qu'est le politique. Ce qui m'intéresse, c'est la relation de politique. C'est-à-dire comment on a fait de l'expert cette dizaine de dernières années, hein, comment on a fait des experts des gens si importants. Pourquoi ils sont devenus si importants tout d'un coup dans notre société? Et s'ils sont devenus importants, je pense qu'il n'y a pas de hasard à cette chose, c'est qu'ils ont servi des causes. Plus ou moins avouables, plus ou moins orientés politiquement, plus ou moins orientés techniquement, on reviendra peut-être aux normes et aux lobbies, plus ou moins orientés de manière intellectuelle, hein, sur des sujets importants de société. Donc voilà, moi je poserais plutôt le débat en ces termes, c'est-à-dire pourquoi ces experts sont devenus tout d'un coup omniprésents, pourquoi on se réfère systématiquement. Peut-être il y a quelques pistes là-dessus, pourquoi finalement le politique devenant de moins en moins puissant au sens fort du terme, peut-être on reviendra là-dessus, hein,
Je pense que le politique a la réduction de son périmètre d'action par rapport à l'Europe, par rapport à la mondialisation, etc. On a des choses comme ça peut-être à mettre en place. Et effectivement, comme la nature a horreur du vide et qu'il faut toujours des explications aux choses, peut-être que le fait de mettre l'expert en face, une sorte de vérité absolue qui serait la science, mais la science ne sait rien, la science c'est juste des faits, et après les hommes se débrouillent avec. Donc on a là des choses. Voilà, c'est peut-être en introduction ce que je pouvais dire là-dessus. Merci Olivier. Pierre Oden? Oui, non, juste, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, l'omniprésence de l'expert dans tous les domaines est absolument incroyable. Comme une boussole ou quelqu'un qu'on écouterait toujours, qui nous dirait effectivement une vérité incontestable, un point de vue, une résolution. Donc on va développer les experts, mais je ferai quand même peut-être une différence entre ce qu'est un expert tel qu'on le définit aujourd'hui, tel qu'on le voit aujourd'hui, s'exprimer partout, à la télévision, à la radio. Il y a toujours un expert de tout qui vient nous expliquer qu'on ne peut pas faire autrement que ce qu'on fait, en fait, et que ce qui est fait. Mais d'un autre côté, je ferai une différence avec la science, en fait. La science, c'est pas l'expert. Il y a l'expert, il y a les scientifiques, et ce sont deux choses quand même très différentes. Voilà, je voudrais que peut-être c'est intéressant de regarder la question entre le scientifique qui fait son travail, l'expert qui vient nous dire, on va essayer de creuser la question, qu'est-ce qu'il vient nous dire cet expert? Et voilà, je pense que c'est voilà, il faut faire attention entre expert et science, c'est pas la même chose. Est-ce que l'expert est un scientifique? Voilà. À ce propos, Jean-Claude Milner, dans son ouvrage La politique des choses, on ne va pas parler de son ouvrage sur Nietzsche, sur Spinoza, pardon. Ouais, parce que là, il n'y aura plus de concert de Little Bob, donc il ne va pas être content. Oui, dans son ouvrage, Jean-Claude Milner, à la fois linguiste et philosophe, penseur, etc., il avait développé cette idée-là de dire que justement le scientifique s'intéresse et s'occupe de l'après-demain et l'expert de l'avant-hier. Donc il ne s'occupe que de ce qui est dans l'ordre des choses, sans remettre en cause, sans rompre, sans casser le raisonnement de l'état actuel de la pensée du moment. Bernard Lax. La première remarque que j'ai envie de faire, en employant un mot un petit peu technique, c'est que la désignation, c'est que la notion d'expert est hétéronome, comme on dit techniquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on vous désigne comme expert. Personne ne se désigne comme expert. On peut envoyer une phrase célèbre. Qui dites-vous que je suis? C'est d'ailleurs une rhétorique d'expert. Donc d'abord, l'expert, c'est celui que l'on désigne comme tel, c'est celui qu'on reconnaît comme tel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la période très moderne et contemporaine, il y a des phénomènes d'autodésignation. Alors il y a des phénomènes de désignation récurrentes, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de champ qui apparaît, avec des gens qui sont continuellement pointés comme étant les experts de quelque chose. Et puis se crée une sorte de confrérie de gens qui s'auto-désignent, ce qui va à l'encontre de l'hétéronomie fondamentale du terme. Donc on est toujours l'expert dans le regard de quelqu'un, ou pour quelqu'un, parce qu'on délivre une parole qui est reconnue comme telle. Donc il y a un problème de légitimité. Et cette légitimité, elle se construit. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que si on regarde le champ du savoir, de la connaissance, qui peut informer les analyses dont les hommes politiques, les décisionnaires ont besoin, l'évolution depuis quelques siècles, c'est quand même celle d'une complexité toujours accrue de la connaissance, de la science, du savoir, de la réflexion. Et cette complexité se double d'une parcellisation, c'est-à-dire que finalement, on ne connaît que des espaces, des problèmes, des champs de plus en plus petits. On connaît sans doute de mieux en mieux,
mais de plus en plus petit, de plus en plus restreint. Et donc finalement, les questions que l'on peut aborder sont, lorsqu'on a un minimum de connaissances de quelque chose, sont de plus en plus restreintes. Si vous pensez à la situation qui était celle, par exemple, il y a 2 ou 3 siècles, finalement, c'est assez remarquable, parce que les savants étaient savants de tout. C'était des philosophes, quand on était philosophe, on était mathématiciens, astronomes, géographes, moralistes, juristes, on s'intéressait à l'éthique, au droit, etc. etc. Aujourd'hui, c'est totalement impossible, on ne peut même plus s'intéresser au droit, on s'intéresse au droit de la propriété intellectuelle, et encore dans un certain type de configuration. Et donc on a une parcellisation très très forte, ce qui accroît bien sûr cette sorte de délégation de savoir ou de compétences qui est dans la désignation de l'expert. C'est-à-dire lorsque de façon hétéronome on regarde quelqu'un comme un expert, on lui fait un crédit par délégation d'une compétence supposée qu'il aurait sur un domaine extrêmement restreint qu'il connaît très très bien précisément parce qu'il est restreint. Bon, ça c'est quelque chose qui est sans doute assez moderne, avec le fait que, justement, cette complexité accrue fait que les journalistes, les médias de façon générale, et sans doute aussi les hommes politiques, ont de moins en moins cette compétence universelle, et donc ont de plus en plus recours à des gens que l'on désigne pour dire ce qu'il y a à dire, je dis pas à dessein la vérité, ce qu'il y a à dire de telles questions spécifiques. Et donc le recours à l'expertise vient maintenant comme une sorte de réassurance par rapport à l'impossibilité de connaître le tout des choses dans sa version moderne parce qu'elle est trop complexe, trop feuilletée, trop compliquée, etc. Voilà pour une première approche. Peut-être qu'après je reviendrai sur la question des politiques. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, on viendra sur les politiques. Pierre. Oui, non, je juste rebondir juste là-dessus. C'est-à-dire effectivement, c'est très étroit. Les experts ont un champ comme ça très spécialiste sur une chose très précise, très petite, mais en même temps, il me semble qu'il y a aussi autre chose, c'est la brièveté. C'est qu'il faut que l'expert est bref aussi, il est rapide. Donc le champ est étroit et en même temps l'expertise est brève. Ça me fait penser à cette émission qui a eu un tel succès il y a 2 ans là, sur Canal+, qui s'appelle Bref. Et bref, je fais ça, bref, je fais ça, bref, je fais ça, bref, je fais ça. Et on raconte une vie comme ça, enfin on raconte pas grand-chose d'ailleurs, mais on fait bref. C'est aussi important finalement la forme que le fond. On a l'impression de ça. Je me dis ça. Je me dis en tout cas que si cette émission Bref a eu autant de succès, c'est pas un hasard. Jean-François Praud. Il y a une chose qui me... Alors, bon, en fait, je suis peut-être le seul non-expert de la soirée. Et puis quoi encore? Il y a un peu de ça, Et puis quoi encore? Il y a un peu de ça quand même. Il y a une chose, moi, qui me frappe, c'est que je pense que les experts sont toujours pour justifier des choses. Donc, et d'ailleurs, il y a des vieux experts qu'on connaît peut-être tous ici, qui sont par exemple l'expert comptable, qui vient légitimer des comptes, qui vient certifier des comptes. Il y a l'expert automobile, quand on a un accident et qu'on vient et qu'il est missionné pour savoir si la voiture est réparable et à quel prix. Donc c'est pour toujours légitimer quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est un peu inquiétant, c'est que d'un côté, on a une parole politique, pas seulement en France, mais un peu partout, qui s'étiole un peu, qui n'a plus de prise beaucoup sur la réalité, et une réalité qui est effectivement complexe, puisqu'on est dans un système globalisé, communicant, difficile à saisir, même si on nous en donne des moyens décuplés aujourd'hui, mais qui reste quand même assez difficile, en tout cas à maîtriser, et sur lesquels on a du mal à donner des orientations précises, en tout cas pour le bien-être
des uns et des autres. Donc d'un côté, il y a cette parole politique qui s'étiole, qui n'a plus prise à la réalité, et effectivement la recrudescence autour des politiques des experts. Et j'ai peur que ces experts ne soient là, encore une fois, pour légitimer un discours qui ne soit, encore une fois, pas trop emprise sur la réalité. Pour caricaturer, je dirais presque que les experts sont tous réacs. Parce qu'en fait, ils analysent la réalité et de cette analyse, ils en tirent éventuellement des conclusions et surtout, la plupart du temps, ils essayent de prévoir ce que les décisions politiques auront comme conséquence. C'est-à-dire qu'on est dans l'anticipation de ce que va faire le politique et non pas simplement dans l'analyse d'une réalité sur laquelle le politique devrait avoir une prise de décision. Donc là, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on inverse les choses. La politique reste fondamentalement une histoire de décision, de choix, que les experts ne font jamais et ne prennent jamais, et au contraire se défendent de prendre. Bon, il y a moi j'adore cet expert-là parce que on l'entend très souvent à la radio, qui est Attali, qui est un expert en tout, et qui surtout donne des expertises aux uns et aux autres, quelle que soit leur couleur politique, et surtout ne dit jamais précisément comment les choses, quelles décisions politiques il faudrait prendre en fonction des expertises qu'il énonce et qu'il nous transmet régulièrement. Donc je crois que c'est ça qui m'importe moi le plus. Je crois que vraiment les experts, c'est tous des réacs. Alors précisément, comment vous l'interprétez quand François Hollande déclare « La volonté politique, cela consiste à ne pas valider les prévisions formulées par les experts ». Donc là, il y a une dualité. Avant d'arriver là, je pense que notre cher collègue a beaucoup raison. C'est-à-dire que moi, avant, il y avait un problème, tout le monde sait qu'on crée une commission. Voilà. Puis ça ne va pas, on en crée une deuxième. Maintenant, la commission s'est un peu passée de mode. Maintenant, on fait une expertise. Et surtout, on fait toujours, parce qu'il y a forcément... Le problème de l'expert, c'est qu'après, on va souvent et rapidement en justice. Souvent. Et qu'à chaque fois qu'il y a un expert, immanquablement, soit tout de suite, soit en appel, il y a la contre-expertise. Et là, on se retrouve finalement à zéro. Parce que dans 50% des cas, l'expert et le contre-expert ne sont pas d'accord. Ce qui relativise énormément la puissance de l'expert. On est d'accord? Puisque normalement, l'expert, c'est tout. Il se trouve qu'il y a un contre-expert. C'est un problème. Car soit c'est un vrai expert, et on n'en parle plus, c'est celui qui sait, il en met un tampon, et après, politiquement, on décide en fonction de ce qu'il a dit, c'est une vérité comme une autre. Soit on considère qu'il y a possibilité de contre-expertise, auquel cas, la notion même d'expert disparaît. Enfin, pour moi. Mais après, on peut en discuter. Mais c'est un problème. Et après, qu'est-ce qui se passe finalement? On revient à zéro, et revient finalement la décision politique, avec ou sans expert. Voilà. Mais là, précisément, du coup, est-ce que François Hollande, en déclarant ça, est-ce qu'il ne se positionne pas? Est-ce qu'il ne s'érige pas lui-même en qualité de contre-expert vis-à-vis d'expertise classique avec ses rapports et ses évaluations? Je ne pense pas que je ne serais pas d'accord avec ce que tu dis. L'expert ne dit pas la vérité. L'expert ne cherche pas la vérité. Si c'est quelqu'un qui a une compétence dans un domaine et si on va justement chercher pour la compétence qu'il est censé avoir dans ce domaine, s'il a une réelle compétence, il sait qu'il a une certaine capacité d'analyse d'une question qu'on peut lui poser, mais ce n'est pas en termes de vérité ou de fausseté. C'est en termes effectivement d'une analyse. Et donc il y a toujours, non pas des contre-expertises, mais il y a autant d'analyses que d'analystes. Car finalement, la question se pose pas en termes de vérité ou d'erreur. La question se pose en termes d'adéquation de l'analyse, de précision, d'intérêt, de couverture, de complexité, etc. Le politique, lui, il est dans une situation tout à fait différente. Le politique, d'abord, la politique, elle est performative, par définition. Performative, ça veut dire qu'elle agit. Elle agit du fait même qu'elle décide.
Et elle décide du fait même d'avoir un pronom sujet. Quelqu'un qui dit « je dis que », ou « je décide que », ou « je veux que ». Bon, c'est performatif. Vous connaissez ça par cœur. Bon, voilà. Donc la politique, c'est l'art de la décision. Alors, bien évidemment, la décision est d'autant plus forte que l'appareil de la décision est fort. Et que l'appareil d'État, qui est celui auquel à la fois s'adresse l'homme politique dans sa déclaration performative, puisqu'elle devient performative aussi parce que l'appareil d'État l'entend comme tel. Donc j'ai décidé que les préfets feraient X et les préfets font X, sinon ils ne sont plus préfets. Donc la décision politique, elle est aussi forte de la puissance de l'appareil d'État. Or, ce qui apparaît dans les dernières décennies, les 50 dernières années, c'est un affaiblissement considérable dans tous les États modernes des appareils d'État, donc des systèmes de décision et des systèmes de mise en œuvre des décisions. Donc un affaissement politique qui est absolument considérable parce qu'il a à la fois de moins en moins de prise sur le réel, mais il a de moins en moins de prise sur le réel parce qu'il a de moins en moins d'effet sur le réel. Parce que la portée de sa décision est de plus en plus faible. Et pourquoi est-ce que les appareils d'État, partout, alors, se sont affaiblis, à la fois parce qu'il y a des courants extrêmement profonds sur, de façon générale, la décentralisation, la parcellisation, le morcellement du pouvoir, et aussi parce que ce à quoi les États s'adossent, c'est aussi à des discours, à des pensées, à des idéologies. Et en fait, nous vivons depuis 50 ou 60 ans une crise extrêmement profonde du discours, de la pensée, des idéologies au sens positif du terme, c'est-à-dire des représentations du monde, et les politiques n'ont plus aucun adossement à des conceptions, des théories, des idéologies, etc. Donc, à la fois l'apparition du néolibéralisme dans les années 70 et plus exactement le triomphe absolu du néolibéralisme, qui est une destruction profonde de la notion de politique au profit de la notion de marché de libre concurrence, l'écroulement consécutif de l'ensemble des appareils idéologiques de type communiste, qui faisait contrepoids, fait qu'aujourd'hui, la politique, elle est un peu dans le vide. Elle est en perte d'une puissance qui est une puissance de faire et d'appliquer sa parole sur le réel. Et si on regarde des situations plus anciennes, on a une relation avec l'expertise qui est différente. L'expert, il est là pour donner des options. Et finalement, la politique, c'est la décision, juste ou fausse. Et c'est fondamentalement assumer sa décision. Et pour cela, il y a une relation qui est saine avec celui qui fait l'analyse. Faire la décision et faire l'analyse, ce n'est pas la même chose. Et normalement, l'expert doit faire l'analyse, les experts des analyses contradictoires, et il appartient aux politiques de décider, c'est-à-dire de dénouer la contradiction, de façon unilatérale, en décidant ceci plutôt que cela, en tranchant finalement entre deux expertises. Pas une expertise et une contre-expertise. Oui. Il y a toujours plusieurs façons de faire les choses. Juste une chose, tout à fait d'accord. Ceci dit, quand on regarde très concrètement ce qui se passe, si on regarde le journal télévisé France 2 de M. Pujadas, ça fait un moment que je remarque quand même qu'il y a un expert économique qui est là tous les 3 fois par semaine, qui s'appelle Langlais, je crois, qui écrit des livres, qui n'a plus de cheveux, qui a perdu ses cheveux totalement. Enfin, il n'a jamais écrit de Nobel d'économie. Non. Je crois même qu'il n'a pas fait d'études d'économie. Voilà, et c'est ça, je ne sais pas du tout d'où il vient. Ceci dit, non, mais c'est ça qui est incroyable. C'est que c'est quand même le journal de France 2 qui, dès qu'il y a un problème économique, enfin un problème, est-ce un problème d'ailleurs qui est posé?
c'est pas un problème, c'est nous expliquer pourquoi on ferme telle usine, etc. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Qu'on ne peut pas faire autrement, et voici pourquoi. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer ce qui est. Oui, mais là... Et il ne va pas être présenté comme c'est une hypothèse, il va être présenté, son analyse, son expertise va être présentée comme la vérité. Et là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est la question de la forme brève. Bien évidemment, les médias, les journalistes, ont intérêt à désigner ce genre d'experts comme étant des experts. Pourquoi? Parce qu'ils ont une pensée assez simple, assez unilatérale, et extrêmement brève. Moi, je me souviens toujours de ce polémique, de ce que disait Pierre Bourdieu, lorsqu'on l'interrogeait pour savoir pourquoi il n'allait pas à la télévision. Il a fait quelques émissions de télévision, mais finalement assez peu. Et il répondait deux choses. Il répondait parce qu'un vrai discours d'analyse, il tient la contradiction. C'est-à-dire qu'il dit et le blanc et le noir. Et il dit une analyse tout en citant les contre-arguments de cette analyse. Et ça, disait Pierre Bourdieu, ça prend beaucoup de temps. Donc, il disait, je ne peux aller à la télévision que si on me donne le temps de faire une analyse. Et finalement, les spectateurs ne sont pas plus idiots que les uns que les autres. Si on leur donne le temps, on est capable d'expliquer un certain nombre de choses complexes. Donc on est là. Les gens passent 4 heures au moins devant la télévision par jour, donc oui, à croire qu'ils ont quand même le temps. Que les experts... il y a 4 heures au moins, oui, ou 5 heures au moins de temps qui est pris, ou qui est imposé, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait est, les experts sont d'accord, le temps de regard de la télévision des citoyens est considérable. Donc pourquoi tout d'un coup on n'a pas le temps? Est-ce que peut-être des réactions déjà dans la salle? Hassan est prêt à vous donner le micro? Oui, là-bas? Ouais. Il va falloir que vous le pensiez. Oui, bonsoir, je vais essayer d'être court. Ne soyez surtout pas bref. Prenez votre temps. Très bien. Je vous ai bien écouté, c'était très intéressant. Je suis d'accord avec monsieur disant que les experts sont des réactionnaires. Parce qu'en vous écoutant, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que les hommes politiques sont mauvais, les journalistes sont mauvais, les journaux télé sont mauvais, les citoyens qui regardent la télé sont mauvais. Ils sont ce qu'ils sont. Voilà. Par contre, les experts, ils ont raison, ce qu'ils font est parfait, il y a l'analyse, le contre-argument, les contre-analyses, etc. C'est intéressant comme point de vue, mais justement, vous l'avez dit en aparté tout à l'heure, les experts sont là pour fournir plusieurs analyses, plusieurs possibilités, plusieurs constats où l'homme politique est chargé de choisir, en fonction de la population, en fonction des émotions. Et justement, vous disiez tout à l'heure, ça fait 50 ans qu'on voit les hommes politiques s'affaiblir, qu'on voit la puissance publique s'affaiblir. Je pense qu'évidemment il y a des enjeux économiques et sociaux qui jouent là-dedans, mais également les experts. Parce qu'on est passé d'une époque, les années 50-70, où les experts se contredisaient, où il n'y avait pas d'accord, pas d'unanimité, où l'ENA n'était pas aussi forte, et aujourd'hui, on arrive à une situation où tous les experts, grosso modo, disent les mêmes choses. Nous disent on n'a pas le choix, c'est ce que l'anglais disait l'autre jour sur France 2, justement. Et tous les experts tiennent le même discours, ce qui fait que l'homme politique n'a plus à choisir. À partir du moment où il n'y a qu'une seule décision possible, qu'un seul constat qui existe, il n'y a plus de décision. Et c'est pour ça, à mon avis, que, en partie, la force publique, la puissance publique s'est affaiblie. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de décision à prendre, où il n'y a qu'une seule loi à suivre, ça ne sert à rien de choisir un homme politique plutôt qu'un autre. Et choisir un système d'État, une organisation politique ou sociale plutôt qu'une autre. À partir du moment où il y a une seule solution qui est proposée, le choix, il n'y en a pas. Et c'est, à mon avis, le danger de la mise en avant trop importante des experts aujourd'hui. Parce que non seulement ils ont pris du pouvoir, mais ça fait longtemps, aujourd'hui ils sont mis en avant. Et ils se vantent même d'avoir du pouvoir. Et c'est inquiétant. Inquiétant que personne dans la classe politique ne se soucie de les remettre à leur place et de prendre des décisions en contre-pied, justement, en contre-analyse. Parce que, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas tout connaître, surtout un homme politique qui est chargé de l'ensemble de la collectivité. Pardon, mais c'est peut-être ça, exactement, peut-être c'est ça le rôle de l'expert. C'est de nous expliquer qu'il n'y a pas d'autre solution
C'est Mais il peut-être y a ça. toujours d'autres solutions. Ah ben ça, À partir du moment où le facteur humain est en jeu, il y a toujours d'autres c'est pas ce que solutions. nous dit l'expert. L'expert nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution. L'expert serait peut-être mandaté. Juste rapidement pour finir, vous disiez tout à l'heure que l'expert connaît une partie très restreinte de la société de manière générale, de l'économie, de la sociale, etc. Alors que l'homme politique il est en charge de la totalité de la société. Et justement, l'homme politique, pour décider, il a besoin d'expertise sur chacun des domaines précis. Et aujourd'hui, les experts, quel que soit leur domaine, ont un sens qui, de mon point de vue, est unanime. Un sens qui impose à l'homme politique, justement, de ne plus avoir le choix. Et vu qu'il ne peut pas connaître tous les domaines de la société, il est réduit à suivre les conseils qu'on lui donne. Et quand on voit l'état de la société en France ou dans les autres pays occidentaux qui ont des experts aussi importants, on est en droit de se demander s'ils ont encore leur place, justement. Pourquoi, moi j'ai envie de vous répondre par une question, pourquoi reconnaissez-vous comme expert quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas de choix? Mais qui désigne l'expert? Et qui le reconnaît et qui le légitime? Et qui en fait un expert? Si ce n'est, alors, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à la faiblesse, pour ne pas dire la débilité du débat public, du débat dans la société, du fait qu'effectivement, on débat de moins en moins, on discute de moins en moins, on argumente de moins en moins, et on se remet de plus en plus à de faux experts, au sens religieux du terme, au sens où on trouve de faux gourous, de faux chefs charismatiques, etc. etc. D'accord ? Bon, donc finalement, oui, c'est l'affaiblissement du débat public qui fait qu'on a des experts extrêmement faibles. Mais si vous prenez une question, pas seulement une question économique, mais prenons une question économique, prenons le débat économique. Si vous prenez un certain nombre de dimensions du débat économique, et que vous vous donnez la peine, non pas de désigner un expert qui dira la vérité de façon brève, compréhensible par tout le monde et immédiatement assimilable par tout le monde, mais si vous vous donnez la peine de mener un vrai débat public avec des exigences quant à l'argumentation, si vous donnez la peine de chercher la thèse et l'antithèse, et en citoyen libre, de trancher entre la thèse et l'antithèse, pour vous-même, vous êtes dans une position de décision, et de décision bien informée. Finalement, un expert, dans la conception que j'en ai, c'est quelqu'un qui informe les politiques publiques, c'est-à-dire qui donne toute l'information dans sa complexité, dans ses contradictions, et ensuite le citoyen ou l'homme politique tranche entre des options, parce qu'il y a toujours des options. Donc il nous appartient à nous de ne pas reconnaître un expert unique, une parole unique, et cette parole, elle est unique parce que, effectivement, si on prend le paradigme qui domine du néolibéralisme américain, il a posé comme principe qu'il n'y a pas d'alternative. Donc qu'il n'y a pas de débat économique, qu'il n'y a pas d'autre expertise possible que celle qu'il livre. Mais ça, c'est une position qui est une position de principe, c'est une pétition de principe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des économistes alternatifs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des experts qui peuvent arriver à des analyses divergentes. Et à nouveau, ce ne sont pas les experts qui trancheront entre les analyses divergentes. Ça, c'est l'honneur de la démocratie que de renvoyer aux citoyens pour trancher, lorsqu'il est pleinement informé, entre des analyses divergentes. Donc c'est vrai que j'ai envie de vous renvoyer un peu la balle. Jean-François Provost. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bernard, mais je pense qu'on parle surtout des experts de type économique, de type sociologique, de type ceux qui ont effectivement une relation directe et immédiate avec les politiques. Il y a quand même dans la tête de beaucoup de gens, dans la mienne aussi, le fait que l'expertise correspond à une réelle compétence scientifique. Dans des domaines où il n'y a pas, je dirais, des incertitudes, comme dans le domaine de l'économie, où on peut prendre 2 prix Nobel
d'économie, ils peuvent raconter exactement l'inverse. Donc, par contre, dans d'autres domaines qui sont des domaines beaucoup plus scientifiques, qui relèvent, je ne sais pas, par exemple dans mon domaine qui est le mien, la résistance des matériaux, il y a des expertises qui sont basées sur une véritable compétence scientifique. Donc là, je crois qu'il y a une confusion qui se fait sûrement dans la tête des concitoyens, de nous tous, justement entre cette impossibilité d'entendre, en tout cas plus exactement d'écouter les discours des experts sans en faire la critique et l'analyse et sans en attendre une contre-expertise et un contre-avis, et au contraire de prendre pour argent comptant ce qui est dit par les expertises. Donc là, il y a un vrai problème démocratique, et je pense que c'est un petit peu facile de dire, écoutez, à chaque fois que vous avez un discours d'expert, cherchez-en un autre, et faites le tri, réfléchissez, et puis vous allez trouver la bonne solution. Si c'est ça la base de la démocratie et de notre société, on a du boulot quand même. Hein. Et il y aura beaucoup de temps à passer, ça c'est sûr. Donc je pense qu'il faut reprendre cette question-là sur, encore une fois, l'expertise, comment elle alimente le discours politique, comment elle justifie le discours politique, quel qu'il soit. Et un dernier point, et je pense que ce serait intéressant qu'on l'aborde à un moment donné, c'est quelque part, le pire, c'est le politique qui devient expert. On en a un aujourd'hui qui est un expert en calculette fiscale, et je pense que ça fait des dégâts assez considérables. On en a eu d'autres dans notre histoire, mais il y a quelque chose de cette importance-là à laquelle il faudrait qu'on réfléchisse. Absolument. Olivier, et puis après on repasse par la salle. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire que si on considère que ces expertises, ces redondances d'experts, etc., sont en fait un énorme village Potemkin, d'accord, pour cacher ce que vous avez nommé une sorte d'impuissance constante politique dans la décision et surtout dans l'application. C'est-à-dire que quand vous disiez qu'effectivement, si un préfet n'applique pas quelque chose, il saute, je suis d'accord. Le problème, c'est que le préfet, c'est pas le véritable nœud du souci, du problème. Le problème, c'est la bureaucratie, l'administration et la haute administration. Tout le monde le sait aujourd'hui. Le politique, aujourd'hui, n'a pas le pouvoir de la décision in fine. Il le fait parce qu'il essaye de donner une direction, mais vous savez comme moi très bien qu'un député ou un ministre, il a 4 ans devant lui, 1 an et demi pour comprendre ce qui se passe, 1 an pour réfléchir à ce qu'il va pondre, 6 mois pour prendre sa loi, on le casse, ça passe pas, ça passe, et finalement c'est jamais appliqué parce qu'il n'y a pas le décret, le truc et le machin. Et aujourd'hui on est dans une situation terrifiante où à force d'expertise, on nomme une commission d'experts et après il ne se passe rien derrière. Et plus ça va, plus la décision politique est engluée dans l'appareil d'État. Et face à ce que vous avez très bien dit, la vivacité de l'économie, la vivacité du néolibéralisme, la vivacité de tout ce qui se passe sur le marché, on trouve en face une espèce de sclérose terrifiante, et devant cette sclérose, on n'a qu'un truc à afficher, les experts et les commissions qui disent les choses. C'est un peu mon point de vue, et on ferait bien de redonner du vrai pouvoir aux politiques, en leur disant maintenant, quand on dit quelque chose, on le fait. On a tous des exemples énormes, je pourrais en parler des heures là-dessus, exemples typiques de l'aide au développement, de la Somalie, des trucs comme ça qui se sont passés quand on a été combattre la famine, etc. Il n'y avait aucun moyen administratif de débloquer des fonds pour aller faire des choses qu'on était capable de faire. Kouchner un jour a tapé sur la table en disant « Maintenant ça suffit, vous allez me trouver une solution pour qu'on puisse débarquer ce foutu riz dans des plages et qu'on y aille. » Il a pris une équipe de 5 personnes pour le faire. Impossible de trouver un financement légal pour pouvoir le faire. Il a finalement le fait. Oui, mais ça lui a coûté. Alors qu'il a fait des choses très bien à cette époque-là. Donc, il y a quand même un vrai problème de rouage de la décision politique qui est, à mon avis, énormément camouflé par cette espèce d'affichage de vérité absolue par les experts qui évitent finalement aux politiques de se justifier sur ce qu'ils font après. Pierre ? Oui, je voudrais juste dire après, je voudrais juste dire que aussi cette histoire d'experts, bon, je ne sais pas si c'est une création très très récente, mais ce que je sais en revanche,
c'est que le problème de la puissance du pouvoir politique, face à quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui peut s'opposer à la puissance ou à la décision politique et démocratique? Qu'est-ce qui peut bien s'imposer à ça, si ce n'est des intérêts financiers et d'argent? Il n'y a pas autre chose qui peut s'opposer à la décision politique. Bien. Or, cette chose-là, parce que on parle de crise, on met toujours des guillemets, la crise, c'est un truc qui surgit comme ça, on peut rien, c'est comme ça, il y a une crise, c'est arrivé comme ça, voilà, c'est une chose aussi, on ne peut rien faire, une fois que c'est la crise, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, hein, prenez un aspirine, allez vous coucher, je ne sais pas. Beaucoup du mot, il était déjà utilisé dans les années 70, voilà. C'est pas un mot nouveau. On parle beaucoup de cette époque très récente, voilà, on a eu les 30 Glorieuses, tout allait bien, on faisait des belles déesses, et puis petit à petit, voilà, les choses se sont désagrégées, le bloc de l'Est, les équilibres dont vous parliez, etc. Bon. Mais en fait, je travaille là sur un texte de Brecht. Alors, laissons tomber le côté spécialiste et expert de Brecht, que je ne suis absolument pas. C'est juste, je vous conseille de le lire. C'est un roman, un petit roman qui s'appelle Les Affaires de Monsieur Jules César. Jules César, vous connaissez, un mec qui a fait une belle carrière. Ce roman, avec beaucoup d'humour, Brecht le traite en nous présentant au départ un César qui est en fait couvert de dettes, qui n'arrive pas à payer les notes de boucher et ses maisons, et qui n'y arrive pas, et qui explique à son esclave que ce que je dois, je le vaux. Si j'ai 10 sesterces de dette, je vais en prison tout de suite. Si j'ai 40 milliards de sesterces de dette, on va s'intéresser à moi. Bien. Or, lisez ce roman, ce qui se passe, ce qu'il décrit, ce roman. Donc on est quand même avant Jésus-Christ, donc on n'est pas dans les années 70, mais dans les années 30. Il décrit le passage de la République romaine à l'Empire romain. Situation qui peut faire réfléchir. On a une République romaine avec un Sénat qui décide, qui a le pouvoir politique. Qui décide quoi, ce Sénat? Il décide d'aller faire des conquêtes. Pourquoi il va faire des conquêtes? Il va faire des conquêtes pour exploiter les richesses de ces provinces conquises. Et surtout, il fait une erreur, c'est-à-dire qu'il va faire ses conquêtes, et en allant faire ses conquêtes, il rentre à Rome en faisant un triomphe pour le grand général qui a été vainqueur sur l'Arc de Triomphe, et ils se vantent et ils disent « Là où passent nos légions, l'herbe ne repousse plus ». Et Brecht dit « C'est justement cette herbe que nous étions allés chercher, vous savez, ce blé dont on fait le pain, etc. » C'est-à-dire que le Sénat, le pouvoir politique à cette époque-là, se dit « Nous sommes le monde entier, nous représentons le monde entier, nous allons faire des conquêtes, nous plantons les aigles romaines, et nous sommes les maîtres du monde. » Simplement, ce n'est pas le Sénat qui paye les conquêtes. C'est la city, comme dit Brecht. C'est-à-dire que ce sont, à l'époque, la classe émergente, que sont les chevaliers, qui sont les commerçants. Et ces commerçants-là, ils financent les conquêtes que décide le pouvoir politique. Et au bout d'un moment, ces chevaliers exigent du pouvoir politique de récupérer leur bille sur les conquêtes. Voilà. Si une campagne électorale se rembourse, une guerre aussi se rembourse. Et une conquête aussi se rembourse. Et donc le conflit qui va naître entre cette classe des chevaliers et des commerçants qui finance le politique, et le politique va s'affaiblir, et c'est les chevaliers qui vont prendre le pouvoir, et les chevaliers, ça va faire l'empire. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas loin de ces schémas-là, et on n'a pas inventé grand-chose par rapport à ça. Donc en fait, le problème ne date pas de l'écroulement de ci ou de ça de la semaine dernière, des 10 dernières années, ni des 30 dernières années, ni des 40 dernières années. C'est qu'on a repris un modèle, absolument, et on dit que bah, non, c'est normal, c'est naturel. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit si naturel que ça. Vos questions, vos réflexions sont attendues.
Allez-y, peut-être une petite intervention Oui. là pour. Allez-y. Ouais. Je vais essayer d'arriver à vous. Bonsoir, je suis venu pour le rock'n'roll. On est rock'n'roll là. Non, mais je suis arrivé. Mais... Alors c'est vrai, il me semble, par rapport aux experts, il me semble important qu'il y ait une grande confusion dans la population, confondre les experts et les conseillers. Déjà, l'expertise, il y en a besoin, c'est nécessaire, voilà, mais il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est tout, quoi. Et moi, ce qui me choque un peu, c'est que depuis que je suis gamin, bon, bah, je vois par exemple au Parlement, on voit surtout des avocats ou des médecins. Bon, voilà, je trouve ça très, très bizarre, quoi. Et donc, voilà, en fait, peu importe les experts, ce qu'ils ont à dire, n'importe comment, ne serait-ce que je ne suis pas d'accord sur le fait qu'ils soient tous d'accord, il suffit de regarder leurs chiffres, ils sont souvent très très éloignés les uns des autres, dans plein de domaines différents. Et puis, bah voilà, normalement, un homme politique, il devrait avoir comme un petit sacerdoce, on ne lui demande pas, mais maintenant ils sont tous carriéristes. Et, voilà, c'est un métier, ça ne devrait pas être un métier, quoi. Voilà, c'est tout. Merci. Une autre réaction? Oui, et après, monsieur? Ouais. D'accord. Alors je vais essayer d'être bref moi aussi. Même si, Non, prenez votre temps. Vous avez parlé des experts, vous avez parlé des politiques, je vais en dire deux mots. Vous n'avez pas parlé des citoyens. Et quel rôle ils jouent dans ce couple. L'expertise, de mon point de vue, elle est noble quand elle éclaire, juste éclairée, pour pouvoir faire des choix. J'ai apprécié une grande partie du discours de M. Lax, sauf sur un point, quand vous dites la classe politique est performative, pas du tout. La classe politique cherche, je l'ai dit carriériste, je vais le nuancer, mais c'est à peu près ça, à se reproduire, à garder le pouvoir ou à le conquérir. Donc c'est là où le citoyen a un rôle à jouer, c'est-à-dire nous autres. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez une entreprise comme Bouygues, qui a aussi TF1, Dassault qui vit des commandes de l'État et à Le Figaro, vous voyez, le citoyen lambda est un petit peu exclu du... Et moi, l'impression que j'ai, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis élu local. Donc, vous avez reconnu. Voilà, non, mais pour ceux qui ne me connaissent pas. Oui. Et donc, moi, l'impression que j'ai, quand je regarde un peu les choses fonctionner, je me dis, le citoyen est globalement squeezé. Il ne joue pas de rôle. Je vais enchaîner peut-être avec les sondages d'opinion pour autant. Est-ce que oui, non, le sondage d'opinion qui est omniprésent, est-ce que ça n'a pas... Non, pas du tout. Il n'a pas les éléments. Il n'a pas les éléments. Oui, mais justement, est-ce qu'il est omniprésent aussi? Il n'y a pas un sondage d'opinion, il n'y a pas une journée qui passe sans sondage d'opinion. Est-ce que l'opinion, justement, elle n'est pas également érigée en qualité d'expert? Est-ce que c'est pas l'expression d'une parole d'expertise qui, du coup, introduit à chaque question presque des journalistes? Est-ce que vous pensez, comme les 70% des Français, telle chose? Alors, finalement, vous êtes incité à penser comme les 70%, parce que ça voudrait dire que, voilà, vous sortez de la... n'a aucun sens. Moi, je regarde des fois sur des chaînes d'information continue, on nous demande la question du jour, votez, est-ce que vous êtes, je prends un exemple de l'actualité, pour l'expulsion ou le retour de Leonarda. Ça n'a aucun sens. C'est une démocratie de pacotille, ça. Sauf que c'est omniprésent. Moi, ce qui m'intéresse, et ce que je dis aux gens en faisant de la politique tous les jours à un stade très très local, c'est prenez le pouvoir. Ne vous laissez pas embobiner. Écoutez. Ne vous laissez pas influencer. Je veux dire, pardon, je ne fais pas une fixette, mais que voulez-vous que Dassault défende dans le Figaro qui est sa propriété? Que voulez-vous que M. Bouygues défende à TF1? Que voulez-vous? C'est évident. Non, mais c'est évident. Donc, c'est de dire aux gens, soyez éclairés. Moi, des fois, je suis ébahi de voir, pourtant je fais de la politique, je suis content d'en faire, mais quelques gangsters de droite, de gauche, du centre, tenir le haut du pavé. Je m'interroge tous les jours comment Balkany est toujours élu. Parce que je me dis que même quelqu'un de droite ne devrait pas voter Balkany. Comme quelqu'un du PS, je comprends, et comme quelqu'un du PS ne pourrait pas voter Guérini à Marseille.
Vous voyez, moi je m'interroge toujours. Donc je pense que l'expertise, ça c'est limite, c'est ça. L'autre point sur l'expertise, c'est que le politique peut en jouer, je disais tout à l'heure, noblement, c'est-à-dire où elle éclaire les choix, mais elle peut aussi servir à la tricherie. Le politique s'appuie sur l'expertise pour botter en touche. Je crée une commission d'experts, j'évacue le problème pour quelques mois, c'est arrivé sous différents gouvernements de toutes les couleurs politiques. Donc là, l'expertise est instrumentalisée. On met des experts en disant vous travaillez, on rend un rapport. Souvent le gouvernement dit d'ailleurs, je ne suis pas obligé de le suivre. Souvenez-vous, indépendamment du fond de ce que l'on pense, par exemple le rapport Attali. Attali a fait un certain nombre de... C'est vrai que... Lequel? Non mais sur la croissance, par exemple, voilà. Bon, indépendamment de ce que nous pouvons penser des mesures proposées. Mais quand il a rendu, l'exécutif a dit, je ne suis pas obligé de le suivre. Donc voilà, et là aussi je reviens à performative, non elle ne l'est pas, la classe politique cherche, c'est pas anormal, mais moi ce qui me gêne c'est que c'est excessif, c'est conquérir le pouvoir ou le garder, mais dans des proportions trop importantes. Et le seul frein à cette boulimie de pouvoir, c'est le citoyen. Donc nous on ne peut pas rester comme ça en disant, écoutez c'est pas de notre faute. C'est les experts, c'est la classe politique, c'est les élites, etc. Donc, et vous voyez, en ce moment où les élites sont remises en cause, tout d'un coup, il y a un petit peu d'affolement dans la classe politique, parce que c'est déboussolé, etc., etc. Donc, moi, je regarderais plus par là, pardon, puisque je vous considère comme des experts, hein, mais en disant aux citoyens, vous faites quoi, vous, j'allais dire, pour jouer votre rôle de citoyen, pour vous éclairer vous-même. Voilà. Voilà ce que je voulais dire un petit peu là-dessus. On continue ou, Monsieur Lax, vous aviez une réponse? Je crois que le débat est difficile quand je le fuis absolument pas, quand on le place sur le terrain politique, parce que c'est un débat de très très grande profondeur, il y a beaucoup de résonance, à la fois sur des choses très 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 récentes, et puis il y a énormément de débats. Peut-être qu'on pourrait prendre, pour simplifier, un autre terrain, sur le terrain de l'expertise. Moi, je crois, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y avait d'une part la question de l'expertise et d'autre part la question de la décision. La décision n'est pas dans la sphère de l'expertise. La décision, elle doit être informée. Alors, comme vous le disiez tout de suite, c'est d'abord un acte citoyen et c'est aussi une puissance qui est déléguée par les citoyens à un pouvoir politique qui devrait pouvoir arbitrer, c'est-à-dire, comme disait, je crois, Pierre Mendès France, gouverner, c'est choisir. Plaçons-nous sur un autre terrain. Vous vous sentez un peu patraque, vous allez voir un médecin, vous ausculte, il vous dit « Ah, mon pauvre monsieur, vous avez un cancer. Écoutez, voilà, il faut vous opérer. Les risques sont ceux-ci. » Vous rentrez à la maison très dépité, c'est assez dur, vous discutez un petit peu avec la famille, première réaction, vous dites, il faut aller voir un autre médecin. Vous allez voir un deuxième médecin. Deuxième médecin vous dit, ah, cher monsieur, vous n'avez pas grand-chose. Bon, moi je vous donnerai un traitement comme ça, mais il y a un petit risque. Le voilà. Bon. Vous pouvez multiplier les choses. C'est une situation extrêmement concrète. À un degré ou à un autre, on la vit relativement quotidiennement. Le problème qui nous est posé, c'est de choisir. C'est-à-dire d'accorder crédit à la prédiction de l'un ou de l'autre, de se remettre dans les mains de l'un ou de l'autre, éventuellement d'y jouer sa vie. C'est une situation extrêmement concrète. L'expert, lui, il va rentrer chez lui, le médecin en question, il va finir sa journée, et mon Dieu, bon, ah, oui, j'ai vu un patient cancéreux, il lui reste pas très longtemps, c'est pas marrant, mais enfin bon, c'est autre chose. C'est un professionnel. Il vous a donné un bon diagnostic ou un mauvais diagnostic, ou un diagnostic approximatif. Mais il n'en demeure pas moins que la question est la question de la décision. C'est vous qui allez décider, qui allez d'abord décider que vous êtes suffisamment informé, ce qui n'est pas évident, et qu'une fois suffisamment informé, vous allez prendre votre risque. C'est-à-dire que vous allez choisir
éventuellement en connaissance de cause, et sachant que vous prenez un risque parce qu'il n'y a pas de décision absolument unilatérale et d'expertise qui ne puisse être contredite par une autre, sur ce terrain médical comme sur un autre. D'accord? Bon. Donc on en revient à cette question, qui est celle de la décision. La question de la décision, elle est grevée par deux choses. Par la qualité du débat public. Et pour ça, je salue à sa toute petite échelle ce que fait Estelle, parce que ça augmente, moi je crois, à l'intelligence collective. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Je crois qu'on est toujours plus intelligents ensemble. Quand on discute, quand on argumente, quand on s'engueule, c'est un de mes plus vieux amis. Le nombre d'engueulades avec Jean-François, et on en sort toujours grandi l'un l'autre, parce que l'échange d'arguments nous fait grandir, nous fait mûrir, nous fait comprendre des choses. Donc la qualité du débat public, qui est extrêmement faible. Alors, bien que vous soyez dans cette salle, c'est pas à vous que je devrais dire ça, c'est aux gens qui n'y sont pas. D'accord ? La qualité du débat public, l'exigence que nous avons sur la qualité des arguments qu'on nous propose, sur la finesse des analyses, le degré de connerie qu'on nous attribue en nous donnant des choses brèves, bêtes, faciles à comprendre, c'est nous prendre pour des enfants de cœur. Voilà. D'abord, la qualité du débat public, c'est la qualité de l'intelligence publique du débat. À ce moment-là, on aura peut-être des hommes politiques dignes de ce nom. Parce que les hommes politiques ne font que refléter la qualité du débat public, ce que vous avez appelé le débat citoyen. Et en même temps, le débat citoyen, la prise de décision, l'orientation, elle n'est pas sans risque. L'une des plus belles conneries, quand même, c'est la notion de risque zéro. Bon, je ne vais pas faire une analyse de mathématiques, mais si vous avez fait un peu de maths, asymptotiquement, le risque zéro, c'est le risque 100. Si vous atteignez le risque zéro, alors vous avez le risque maximal. Parce qu'il n'y a pas de différence entre 0 et 100. C'est un continuum, d'accord? Donc plus vous allez, moins vous allez prendre de risques, plus finalement vous allez être du côté de la possibilité de prendre un risque maximal, ne serait-ce que par le fait de ne pas choisir. Alors, si vous avez un cancer et que vous voulez absolument prendre le risque zéro de votre décision, vous risquez de mourir en consultant des experts, qui tous vous diront qu'éventuellement vous allez mourir. Il vaut mieux se décider. Et se décider dans un débat contradictoire, argumenté, où chacun prend son risque. Et il n'y a de gain que s'il y a effectivement un risque minimal. C'est ce dont on discutait tout à l'heure. Merci Bernard. Une réaction dans la salle, Hassan? Simplement que je voudrais, à la lumière de ce qui vient d'être dit ce soir, savoir si vous allez envisager de faire un débat sur les lobbies. Parce qu'entre les prévisionnistes et les experts qui ne s'engagent à rien, il y a des gens qui sont engagés pour aboutir, et ça s'appelle les lobbyistes. Et c'est eux qui nous gouvernent. Et les experts les défendent? Pas toujours. Non, oui. Puisqu'on n'est pas obligé de tenir compte de leur vie. Oui, mais ce que Pierre doit vouloir dire, c'est que pour certains, ils peuvent être leur porte-parole. Voilà. Ça ou une autre intervention? Oui, je suis arrivé en cours de débat, mais je voudrais simplement m'exprimer en tant que citoyen et dire qu'aujourd'hui, les Français sont muselés parce qu'on a remplacé la croissance par la dette. Et la dette soumet les êtres humains au remboursement. Donc comment décider quand on n'a pas de pouvoir? On ne va pas faire la révolution, on voit beaucoup moins de gens dans les rues. Pourquoi on ne va pas la faire? Parce qu'il suffit de regarder autour de soi. Donc ça c'est un choix déjà. Vous avez décidé qu'il fallait pas faire la révolution. Mais moi je ne décide rien, je regarde. Là. Ah. Je suis témoin. J'observe que il ne se passe rien de ce côté-là au niveau des citoyens, puisqu'ils sont obligés de rembourser. On parle de la dette des États et aussi j'allais dire, oui, les États, les banques. Mais les citoyens sont aussi endettés, donc pour moi, relativement soumis et contraints. Vous avez étudié cette question de la dette, là, qui remplace la croissance. Non, mais qui se vend très bien, la question de la dette, là, de tout cet argent qu'on doit, là, qu'on a dépensé. Ça on en parle beaucoup, mais on pourrait l'étudier un petit peu plus profondément, plus précisément. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment cette dette?
Après, c'est la question. Je pose la question. Oui, oui, c'est la question du remboursement. Non. Est-ce qu'il y a... C'est quoi cette dette? C'est quoi? La dette, c'est acquérir de l'immédiateté et là, la rembourser sur une durée longue. Hein, c'est de la consommation, la dette. C'est l'apparence, sûrement. Mais c'est une réalité. Je suis pas sûr. Ah bon? Non. Ben, je vous laisse répondre. Non, je suis pas sûr. Moi, je pose des questions. Je suis pas sûr que cette dette soit ce que l'on dit qu'elle est. Enfin, en tout cas, pour le français que je représente, croyez-moi, elle existe bien. Oui. Hein, puisque quand ça peut représenter au bas mot le tiers ou, j'allais dire, 40% de ce que vous gagnez, à mon avis, ça change la vie. Ouais. Et ça, c'est un minimum. Ouais. Et alors, vous en tirez quoi? Ce que j'en tire, c'est que quand on est salarié, par exemple, il est très difficile de pouvoir s'exprimer devant un patron qui peut vous licencier ou qui peut vous brimer, etc. Et vous pensez que si vous licenciez, c'est à cause de cette dette? Non, c'est le comportement de l'individu qui a changé et qui se sent contraint et soumis. Et moi, je ne dis pas que je donne crédit ou que c'est bien, je constate ça. Mais peut-être faut-il remettre en cause quand même la légitimité de cette dette. Je pose la question. Oui, c'est possible. Bah, je pense. L'économiste américain Kraber. Oh, mais il n'y a pas que les Américains. On peut la dette ne se rembourse peut-être pas. C'est pas forcément un engagement moral. Ouais. Bon. Ouais. C'est un bon. Mais c'est un. Il y a deux exemples. D'abord, il y a quelque chose d'intéressant. Ça devrait être un devoir citoyen de voir un film qui s'appelle, que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle Inside Job. Est-ce que vous avez vu ce film? Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est un Américain qui a expliqué de A à Z toute l'histoire de la crise de 2008. Ça répondra à votre question. Enfin, en grande partie, ça répondra à la première partie de la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, la dette a été créée, pour X raisons, on va pas refaire l'histoire, ça sert à rien. Mais regardez tout ce film, c'est super intéressant. J'en ai eu connaissance par hasard, c'est pour ça que je vous le dis. Il faut le voir. La deuxième chose, comment? Mais justement. Et si j'y viens, le deuxième déjà, exemple. On dit que c'est pas une dette. Oui, voilà. Si déjà on disait que c'était pas une dette, le citoyen n'aurait pas à la rembourser. Vous voyez, il faut peut-être remettre. Il y a quelques exemples dans l'histoire. C'est un peu extrémiste comme exemple, mais ça existe. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 17 en Russie. Vous savez ce qui s'est passé? Bon. Il y a un truc qui s'appelait à l'époque l'emprunt russe. Vous vous rappelez de ça? Ça a ruiné des centaines et des centaines de familles françaises. L'emprunt russe, c'était une dette pour les Russes. Les Russes ont dit quoi? On ne paye pas la dette. C'est tout. C'était une décision politique. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal, j'en sais rien. Je dis que ça a existé plusieurs fois dans l'histoire de considérer la dette comme quelque chose de nul et non avenu. Quand la France ou des pays développés puissants, lors d'un sommet entre chefs d'État avec un Africain ou en Asie du Sud-Est, décident qu'on annule la dette ou une partie de la dette, c'est bien quelque chose qui existe. D'accord? Quand, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a la Grèce et d'autres choses. Quand une banque, il y a l'Espagne, il y a tout le monde. Quand une banque est trop importante pour ne calcule pas, on la sauve. Il n'y a pas d'annulation. Non, je ne suis pas tout d'accord. Les États, la France qui avait de l'emprunt grec n'a pas remboursé. Mais le citoyen grec, le fonctionnaire grec qui a 30% de salaire en moins, il me semble que ça c'est une vraie réalité, il paye la dette, lui. Bien sûr. Effectivement. Bien sûr. Hein, c'est ça le problème. Oui. Maintenant, bien sûr que vous avez raison, la Grèce a déposé 3 fois le bilan dans son histoire des 2 derniers siècles. Oui, mais enfin, on ne va pas revenir sur l'histoire de la Grèce, parce que l'histoire de la Grèce... Citoyen. Comment ça s'est passé? C'est le peuple qui paye. Oui, mais attendez. Là, ça c'est la conséquence de quelque chose. C'est la conséquence de spéculation. Ce sont des conséquences. Vous voyez, voilà, bon. Conséquences réelles. Ah ben oui, conséquences concrètes, réelles, etc. Mais bon, une fois qu'on a cet état de fait, on peut quand même s'interroger sur mais pourquoi on en est là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça a fonctionné? Que s'est-il passé? Qui a fait quoi? Où? Quand? Comment? Et puis consommer autrement. D'accord. Donc là, sur le rôle des experts, les rôles des experts vous disent ce que vous dites, c'est-à-dire, écoutez, il y a une dette, il faut la payer. Vous, dans votre petit ménage, quand vous n'avez pas payé EDF, il faut payer EDF, c'est ça qu'ils nous disent. Bien, très bien. Alors ça, je ne sais pas si c'est la peine d'être un expert pour vous dire que quand il y a une facture, il faut la payer. Maintenant, on peut s'interroger sur la facture.
sur l'origine de la facture, sur le pourquoi de cette facture, sur comment elle s'est construite, qui elle a enrichi cette facture, et qui elle enrichit toujours. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de dette? Si on prend la dette en disant c'est comme ça, alors là c'est sûr on n'est pas sorti de la berge. Mais on peut très bien dire aussi, s'interroger, questionner cette dette. Peut-être faut-il le faire. On peut en faire l'analyse économique, hein. C'est très simple. Par contre, c'est très simple aussi de dire aux citoyens, écoutez, maintenant vous vous taisez, hein, parce que vous êtes endettés, alors vous payez, et après, on verra bien ce que vous dites. Attention. Je crois que c'est un débat difficile sur cette question de la dette, parce que justement, il est extraordinairement simplifié, parce que le débat public est d'une faiblesse insigne. Y compris les experts économistes, je ne parle pas de ceux qu'on entend dans les médias, mais un certain nombre d'économistes un peu plus sérieux vous expliqueront d'abord que la question n'est pas la question de la dette, la question est la question du niveau de la dette. Un État ne peut pas vivre sans dette, de même qu'un particulier ne peut pas vivre sans dette, parce que l'économie marchande, l'économie dans laquelle nous vivons depuis quelques millénaires, suppose des échanges plus ou moins symétriques et plus ou moins asymétriques. Donc suppose de la dette et du crédit. S'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de dette, et s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de crédit. Bien. Et que c'est ça qui fait marcher l'économie. Et que donc la question beaucoup plus insidieuse, parce qu'elle est à ce moment-là très relative, c'est pas de savoir si on est endetté ou pas endetté, c'est quel est le taux, quel est le niveau de dette qui est positif pour le système économique ou pour le système social, ou qui est tolérable, et celui qui ne l'est pas. Alors, est-ce que c'est 3,5 ou 3,7? Là, vous allez chercher des experts. On va vous dire, ah, c'est 3,66. Ce que vous voyez dans cet exemple caricatural, c'est que c'est une définition parfaitement arbitraire. Ça veut dire que c'est un effet de discours que nous acceptons comme un discours bien formé, mais que, peut-être parce qu'il est tenu par des experts, mais qu'il serait bon, pour lequel il serait bon que nous suscitions d'autres experts qui nous disent « pas du tout ». C'est pas ce niveau de dette-là qui est négatif, ça c'est encore un niveau positif. Il y a, moi je ne suis pas du tout économiste, je travaille ça un petit peu, mais je vois par exemple dans les grandes universités américaines en ce moment, dans les grands départements d'économie, il y a un très très grand débat justement sur cette question de la relation entre la dette et le crédit. Et il y a un livre très fameux dont le titre ce sont nos débiteurs qui nous enrichissent. Ceux qui font la richesse d'une économie, c'est ceux qui sont endettés. Bien. Et ceci sur une histoire du crédit depuis 2 ou 3 000 ans. Donc si vous voulez, ce que j'en tire, c'est qu'il y a un discours dominant, et c'est celui que vous avez décrit, et dont vous avez décrit très très bien les conséquences sur chacun d'entre nous. Faut payer, ou il ne faut pas payer. Alors, moi je ne serais pas, il faut faire la révolution pour faire la révolution, c'est pas ça le débat. Parce que ça, y compris, c'est un effet de discours. Est-ce que c'est une position légitime, pas légitime? Je serais plus basique, plus grec. Discutons, rétablissons un débat public à une position d'expert, contreposons une autre position d'expert. Argumentons et contre-argumentons. Et peut-être qu'ensemble, on trouvera une solution un peu moyenne, qui sera en fait un optimum social. Parce que une société, c'est un équilibre. Et c'est un équilibre entre de la dette et du crédit. C'est un équilibre entre des dépenses et des recettes. C'est un équilibre entre ce qu'on est prêt à payer comme impôt et ce qu'on est prêt à recevoir. Il y a une statistique très récente, tout à fait extraordinaire, sur le taux de l'impôt. Vous, comme moi, on a reçu notre feuille d'impôt, on tire des gueules comme ça. C'est extraordinaire. Si vous décomptez, pas seulement pour la France, pour l'ensemble des pays avancés, ce que l'impôt rapporte et ce qui est directement ou indirectement
redistribuer à partir de cet impôt et que vous regardez ce qui reste pour faire fonctionner l'État. D'accord ? Le pourcentage n'a pas bougé depuis 90 ans. Bon. Ou 80, je n'ai pas les chiffres en tête, je n'ai pas révisé. C'est à peu près stable, c'est entre 15 et 17%. Bon. Tout le reste est réinjecté. Donc la vraie question, ce n'est pas le niveau de l'impôt, c'est la redistribution. La redistribution dans l'ensemble de la société. À la fois dans les couches populaires, on redistribue directement, mais la redistribution dans les routes, dans les hôpitaux, dans le système scolaire, dans le système d'éducation, dans la culture, dans ce qui fait notre bien-être quotidien, dans ce qui fait qu'on est content de vivre en France. On gueule tous contre les impôts, et la France est un des pays qui a le plus haut standard de vie, de qualité de vie, vu par ses citoyens. Alors, on est content d'être français, de vivre en France. Voilà. D'accord ? Donc, si vous voulez, à chaque fois, faire appel à l'intelligence collective, c'est ce que les politiques ont oublié. Voilà. Faire appel à l'intelligence du citoyen et, de ce point de vue, réhabiliter les experts en disant « donnez-nous les arguments, positifs et négatifs. Le choix, chacun le fera. Le départ, chacun le fera et on ne sera pas d'accord. Mais au moins, collectivement, on sera éventuellement un peu plus intelligent, donc on aura éventuellement un peu avancé, ensemble. » Oui, mais je voudrais juste rebondir sur... Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on discute tous et qu'on demande des analyses très précises et qu'on prenne en discutant, en réfléchissant, en choisissant, voilà. Simplement, je rappelle aussi qu'il y a quand même des affrontements et des choses qu'on ne peut pas résoudre de cette manière. Il y a des gens avec qui on ne discute pas. Non, il y a des gens, il y a des lobbies, il y a des... Voilà, quand les gens viennent vous assassiner ou vous prendre tout ce que vous avez ou viennent ruiner la Grèce, parce que la Grèce, elle n'était pas ruinée toute seule, on l'a bien aidée. Si on vient les ruiner totalement pour 90 ans, bon, alors les Grecs, effectivement, ils ont une belle histoire, ils peuvent vraiment réfléchir longtemps, mais il y a bien un rapport de force à établir, et je pense que c'est inévitable, enfin, on ne peut pas résoudre tout avec des discussions. Par ailleurs, la discussion, elle est tout le temps obligatoire et nécessaire, c'est évident. C'est évident. Mais quand il y a forcément des rapports de force, il y a vraiment des conflits, et voilà, c'est la guerre, c'est la guerre. Une réflexion, une question encore ou on en prend quoi? Une ou deux? Il y a un concert de prévu après. On peut continuer. Ah, très bien. Allons-y. En fait, Sun Tzu, il a dit à une époque très lointaine. Attendez, je vous tiens le micro, je vous tiens le micro. Oh, c'est pas grave. Donc, je disais, Sun Tzu, il a dit à une époque très lointaine, et ça date d'il y a environ 4000 ans, l'art de la guerre, c'est l'art de savoir comment est-ce qu'on doit mener la guerre. Et ce qui se passe, c'est que, à l'heure actuelle, on se retrouve, entre guillemets, entre la guerre économique, la guerre des marchés, des défaites successives sur tout un tas de marchés, et l'art de gérer un pays qui, dans le fond, est en train de tomber dans le cycle financier. On ne sait même pas comment est-ce qu'on doit faire pour résoudre des problèmes économiques. Ce qui en soi est l'œuvre d'experts qui normalement sont formés pour ça, qui devraient faire leur boulot. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils s'amusent avec le CAC 40. Il n'y a que ça qui les intéresse. La vraie question c'est, est-ce qu'on devrait s'intéresser à la France ou à l'économie? Est-ce que Peugeot il va supprimer 5000 emplois en disant je vais bien? Est-ce que Renault il va en remettre 50 000 à la porte en disant en Russie je gagne plus d'argent et ça me rapporte plus? Est-ce qu'on devrait considérer que Total final, bah en fait il paye 3% d'impôts en France, alors que en fait c'est une société qui gagne environ, je suis modeste, hein, environ 3 milliards d'euros par jour. Peut-être encore une réaction après. Je vous laisse parler.
Oui. Personne ne sait quoi faire, quoi. En même temps, ça reste un débat qui reste caduque parce que de toute façon, c'est les lobbies qui dirigent. Attendez, vous allez le dire au micro? Oui, attendez. Le micro, c'est enregistré. Non, je disais, c'est un débat qui reste caduque parce que, en fait, les politiques sont à la ramasse des lobbies qui dirigent le monde et c'est les lobbies qui décident ce qui se passe dans les pays. Et tant qu'on ne changera pas ça, alors j'ai pas de solution, mais tout le problème il est là, de la puissance des lobbies qui décident de vie ou de mort des citoyens de n'importe quel pays. Ils considèrent qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher la main-d'œuvre dans tel pays. On dit il n'y a pas de boulon, on ferme des entreprises qui font des bénéfices. Ça, on entend ça régulièrement, donc c'est bien un choix de société. C'est l'ultralibéralisme, c'est la mondialisation, et c'est ça qu'il faut changer. Le problème, c'est de trouver comment on peut changer les choses sans tout foutre en l'air, parce que tout foutre en l'air, c'est pas une solution, et tout le problème est là, et je pense que personne n'a de solution, c'est bien ça le problème. Oui, notre réaction? La révolution. Moi, je vais juste dire Oui, on vous écoute, monsieur. Une petite banalité, mais oui, les experts ont une incidence sur le débat public, mais à mon avis, les experts les plus graves sont les experts de la politique, parce que ça ne devrait pas être un métier. Donc on parlait de la citoyenneté, je pense que déjà, il faudrait se réapproprier le pouvoir politique, c'est-à-dire instaurer une vraie démocratie où le peuple vote ses lois. Et notamment, par exemple, quand on parlait de la dette, il y a des vrais faits historiques qui font qu'on a cette dette-là. La dette, avant, on pouvait s'endetter à 0%. Maintenant, depuis les années 70, on est obligé de s'endetter sur les marchés privés. Et ça, c'est bien une décision politique. C'est très difficile de réagir, vous avez tous raison, c'est pas la question. Quand monsieur dit ok, Peugeot va aller là-bas, etc., on sait qu'il y a des groupes multinationales qui ont des budgets bien supérieurs à la plupart des États. On le sait. Donc maintenant, c'est ce qu'on disait au début du débat. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir un pouvoir politique qui a des décisions collégiales? Bien sûr, non, c'est pas évident, parce que je ne crois pas non plus à la diabolisation de la classe politique, c'est-à-dire les politiques ne sont pas tous des méchants, tous des corrompus, tous des gars qui veulent absolument accéder au pouvoir suprême. Ça existe évidemment, je n'en suis pas, je suis libre de parler, mais c'est pas le cas non plus. Vous connaissez tous des politiques qui veulent quand même un peu le bien de la nation, faut pas non plus exagérer. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'agir. Parce qu'effectivement, vous avez raison sur la force des lobbies. Par exemple, en Europe, on sait très bien que nous, on est très mauvais en lobbying, en France. On est assez mauvais. Pour un milieu que je connais à peu près, sur l'automobile, rien que Mercedes-Benz, ils ont une vingtaine de lobbyistes. L'industrie automobile française en a 2. Bon, voilà, point. Résultat des courses, les normes qui passeront seront des normes plus favorables à l'industrie allemande que à l'industrie française. Par exemple, voilà. Et en cela, vous avez totalement raison. Mais tout est comme ça. Alors maintenant, soit si vous voulez, les experts, 24 heures avant la crise de 2008 et la fin de Lehman Brothers, avaient classé tous les fonds que les fonds de pension achetaient, toutes les actions là, en triple A, alors que tout le monde savait que c'était pourri. Voilà. Bon, ça, ce sont des experts qui l'ont fait. Voilà. Donc, pourquoi? C'est une réelle vérité absolue. Donc pourquoi? Parce que ça servait les intérêts qui sont particulièrement puissants. Voilà. Vous voyez? Donc ça, on le sait, tout le monde le sait. À quel titre on devient expert? Qui décide que quelqu'un est expert ou pas? Est-ce que ces experts ne sont pas payés justement par les lobbies? C'est la question. C'est une question, ça. C'est ce qu'on a dit au démarrage de ce débat, ouais. Et c'est ce qu'on a dit au début. Non, c'est pas non. Mais c'était le lancement, disons, de la réflexion. Ouais. Qui se décrète expert, par qui et comment et jusqu'à quand d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une durée de vie à un expert? Un expert, à la base, c'est un consultant. Non, mais... Il est là pour consulter, pas pour faire son job. Il est là pour dire, là, c'est bien, là, je pense que c'est pas bien. Il n'est pas là pour dire... Comme les consultants sportifs. C'est à peu près ça. Ouais, qui commandent les matchs de foot et après qui se font assassiner par les joueurs eux-mêmes. Ouais, non, mais la base, c'est on se base sur un cheval. Donc le cheval, c'est un cheval de course ou c'est un cheval de trait. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc un expert, c'est à peu près ça. Il sert à dire ça.
Là, je faisais le parallèle vite fait avec le sport, mais on voit bien jusqu'où, justement, le risque que certains peuvent prendre en se revendiquant expert d'une parole sportive, à quel titre, juste en qualité d'ancien joueur, ouais, et puis après on devient consultant, commentateur. Donc, ouais, non, mais à la base, c'est des consultants, c'est pas des experts en soi. Donc ils disent, voilà, nous, on vous donne une information, on vous dit, nous pensons que c'est bien, ça ne veut pas dire pour autant que c'est vrai. Non, donc la réalité, en fait, c'est pas vraiment les experts. La vraie réalité à l'heure actuelle qui sert à faire une décision, c'est plutôt effectivement les experts qui servent à consulter comment dire, ça sert à consulter au départ les parlementaires, ceux qui ont le droit de voter les lois et de les modifier. C'est plutôt pour ça que ça sert les experts. Et les lobbyistes, après derrière, ils font un job qui est correct dans le sens où, effectivement, ils s'emmerdent à essayer de trouver comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'une loi soit modifiée de manière à être cohérente avec le niveau de vie de tout le monde. Mais après, on parle de la force politique. La force politique, c'est quoi à la base? Bah, la force politique, normalement, ils doivent dire qu'est-ce qui est bon et pas bon pour le pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils écoutent les experts ils leur disent non, ça c'est pas bon, là c'est bon. Et derrière, pourquoi est-ce qu'on se plie? Bah, c'est simple, parce qu'en général, quand on écoute quelqu'un qui connaît le métier, on peut pas être expert. Moi, demain, je peux te dire, voilà, je suis un génie en automobile, je suis un génie en informatique, je peux te casser n'importe quoi sur n'importe quoi. Je peux t'installer des choses qui sont incompatibles. Ça, n'importe qui peut le dire. Mais le faire, c'est différent. Alors, ouais, on va conclure chacun ici. Bernard Lax, vous démarrez en conclusion. Ils sont beaux, ils sont experts. Il faut faire attention un tout petit peu. Je sais que moi-même, d'ailleurs, je le fais, qu'il est de bon ton en ce moment de décrier les politiques, la classe politique, etc. Je crois aussi qu'on a les politiques qu'on mérite et que si on est un peu plus exigeant, peut-être qu'il se passera des choses un peu différentes. Tout en étant d'accord sur le fait qu'il y a un temps du débat et il y a ensuite un temps où effectivement une certaine forme de rapport de force, y compris au niveau du mouvement des idées, fait peser dans un sens ou dans un autre, fait que ce qui devient dominant est tel type d'idée ou tel type d'idée. Donc, je crois qu'il faut faire en tout cas très très attention à toujours se remettre pour ce qui est négatif dans une critique des autres. Il faut aussi voir que, comme on disait tout à l'heure, bon, le débat citoyen, la notion de citoyenneté n'est pas tellement développée à l'heure actuelle, pas tellement bien portée, pas tellement bien de saison, et qu'on s'engage assez peu, qu'on débat assez peu, voilà, qu'autour de soi, on essaye aussi peu de parler pour faire changer les choses et dire les choses. Peu, il y a des gens qui le font beaucoup, mais bon, bon voilà, donc il faut faire attention au fait de dire, bon, c'est parce que les autres sont nuls. C'est une certaine forme de populisme qu'il faut faire attention. Sur la question des lobbies, moi je repartirai juste sur cette question des lobbies pour un mot de conclusion. Bien évidemment, il y a des lobbies partout. La notion de lobby, l'organisation même de lobby est quelque chose de très très naturel quand on y réfléchit 30 secondes. On croit quelque chose, ça peut être quelque chose d'abstrait, ça peut être quelque chose de concret, on a quelque chose à défendre, voilà, et on s'organise pour le défendre le mieux possible. Finalement, c'est un lobby. Bon. Et puis on recrute soit les meilleurs experts, soit les meilleurs techniciens, soit ceux qui savent le mieux parler, le mieux écrire, le mieux ce que tu voudras, et puis, bon, voilà, c'est un lobby. Bon. Et puis on se cotise pour payer le lobby. Bon. Très bien. Donc c'est une notion assez naturelle, la notion de lobby. Ce qui pose problème, me semble-t-il, c'est la non-publicité du lobby. Alors, il y a des pays qui n'ont pas bonne presse en ce moment, mais si vous prenez les États-Unis, par exemple, les lobbies sont publics. C'est un boulot comme un autre, et il est obligatoirement déclaré. Tout le monde sait que... Sauf à Bruxelles! Sauf à Bruxelles!
tout le monde sait parce qu'on le dit. C'est public, c'est publié. Que lorsqu'on prend la parole, on prend la parole tout en étant membre de tel et tel lobby, payé par telle et telle personne, pour tel et tel type d'intérêt. Bon, moi, il me semble que, étant donné que des lobbies, il y en a toujours, une certaine façon de rendre la chose saine, c'est de les rendre publics et d'obliger à la publicité, que chacun sache. Bon. Voilà. Sauf que je tiens à rappeler que Little Bob est là sur invitation du club acoustique et que c'est gratuit. Donc on va laisser tranquillement les invités du club acoustique conclure. Et le club acoustique, Bob vous a invité donc, pour enchaîner avec la musique. Un mot sur Bob. Non, attends, tu veux que je dise un truc aussi, moi? J'ai pas entendu tout ce que ces gens qui sont tellement plus d'instruction que moi et savent certainement plus de choses. Si, moi j'ai appris autre chose. Hein. Voilà. Et le débat c'était sur. Est-ce qu'on est gouverné par des experts? Non, on est gouverné par des gens, même la gauche, qui n'osent pas aller chercher le pognon là où il est. Voilà. C'est très simple. Alors, ce qu'il faudrait en France, mais après on a vu ce que ça donne à Cuba, c'est un genre de Che Guevara qui allait foutre des coups de pied au cul. Qu'il aille chercher l'argent là où il est, avec des impôts là où il faut. Voilà, vous me faites parler d'un truc dont je voulais pas parler. On est arrivé trop tard, mais je suis arrivé, j'ai juste dit ça. Voilà. Et je m'excuse d'être là, d'interrompre ces gens, mais nous, là, demain, on joue à Salon de Provence, on a un concert à faire, sinon on va jouer moins fort, moins longtemps, et ils vont tous faire la gueule. J'ai 45 ans, ça fait 30 ans que je me cache pour fumer le joint. Ah, c'est vrai, t'as raison. Quand on va légaliser ça, c'est vrai. Et où le débat, là? C'est vrai. Bien, alors je vais conclure globalement. Je remercie toutes les personnes présentes qui ont participé au débat. Je remercie les invités du club acoustique, Olivier Archambault, Pierre Oden, Jean-François Provost, Bernard Lax. Vous les applaudissez s'il vous plaît. Je considère que c'est important aussi qu'ils montent sur scène, au même titre que certains artistes, parce qu'ils ont beaucoup de choses à transmettre également à leur niveau. Et à chaque fois, les invités musicaux, les musiciens interviendront dans les débats. Donc on se réunira une fois par mois. La prochaine date, c'est le 27 novembre. Mercredi 27 novembre. Donc je rappelle, retransmission du débat sur Radio Campus, sur Méga FM. Je les remercie à nouveau pour leur présence. Et donc le club acoustique... Oui. Merci Bob. Donc Little Bob va enchaîner avec son groupe désormais, hein, c'est Little Bob Blues Bastards qui vient de sortir un nouvel album et donc le club acoustique les a invités avec beaucoup de bonheur et j'espère que ce sera partagé par vous tous. Je vous souhaite un très bon concert et une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Nous avons un site internet clubacoustique.fr. Merci.